Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un drôle d'anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, la France entrait dans le premier confinement de son histoire. État d'urgence sanitaire doublé d'une interdiction de quitter son domicile, sauf cas exceptionnel. Après la Chine, après l'Italie, après l'Espagne, les Français découvraient à leur tour les joies du télétravail. Attestation dérogatoire de déplacement, cas contact ou asymptomatique, autant de mots et d'expressions qui firent alors leur apparition dans notre quotidien. L'angoisse aussi face à un mal et une situation inédite dont personne ne put prédire l'issue ni la durée. Et pour cause, un an plus tard, jour pour jour, nous voici tous encore aux prises avec le coronavirus. La pandémie n'a pas disparu, loin de là, avec ses variants désormais brésiliens, sud-africains ou britanniques et même bretons. La pandémie redouble de vigueur. Certes, on a trouvé depuis des vaccins, chose impensable il y a encore un an, mais très concrètement, c'est une course de vitesse à laquelle font désormais face nos gouvernants. Comme en France, là encore, un an plus tard, jour pour jour, se pose exactement la même question. Faut-il confiner à nouveau ? Coronavirus, confinement, l'éternel recommencement, on en débat avec ma consoeur de France 24, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Raphaël. Vous avez couvert toute l'évolution de la crise sanitaire sur nos antennes, ici en France, et notamment le premier confinement. On va en reparler avec vous. Gérard Mermet est également à nos côtés, sociologue, auteur de Réinventons l'avenir pour un grand pacte de solidarité post-Covid. C'est sorti aux éditions de l'Archipel en janvier dernier. Puis nombre de lecteurs et d'enseignants vous connaissent pour votre ouvrage bisannuel, on peut dire ça, Francoscopie, qui fait référence concernant les modes de vie des Français et le changement social. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, qui risque, comme le reste de l'Île-de-France, d'être reconfiné à partir de ce week-end. On va en reparler dans un instant avec vous. Mais d'abord, retour sur ces images fortes. C'était en France, il y a un an. En guerre. On ne sait pas quand on revient, si on revient dans un mois, 2 mois, on ne sait pas. J'ai besoin de gants, j'ai besoin de tout un tas de matériel que je n'ai pas. Je veux des masques, des putains de masques. Ça, on va mettre dans le lit. Vous voulez que je vous redresse un peu ? On a l'impression qu'on respire à nouveau. Vous mangez à la cantine, les enfants ? Ok, très bien, allez-y. Bonne soirée, monsieur. S'ils n'ont pas l'attestation avec le bon motif, eh bien, on les verbalise. Pas un malin avec un burger. Alors le malin il est là. À compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. La France cloîtrée, puis la France masquée, et maintenant la France vaccinée, ou du moins en cours de vaccination. Comment avez-vous vécu cette période, Stéphane Troussel, vous qui dirigez l'un des départements les plus touchés ici en France ? Écoutez, c'est une année particulièrement difficile, douloureuse pour nos concitoyens, et vous l'avez dit, en particulier dans un territoire jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis. Ce confinement et cette crise sanitaire ont aggravé, révélé et surtout aggravé les inégalités sociales très fortes, parce que nous avons vu à cette occasion l'impact sur la santé, sur même la surmortalité dans un département comme le nôtre. Nous avons vu la faiblesse
de l'appareil hospitalier, 3 fois moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis que dans nos départements voisins, alors même que la Seine-Saint-Denis est désormais le département le plus peuplé d'Île-de-France après Paris. Et puis c'est maintenant, bien sûr, les conséquences économiques et sociales avec une augmentation du nombre d'allocataires du RSA, avec la détresse psychologique des étudiants, la précarité des jeunes. Donc oui, c'est une situation particulièrement difficile et c'est bien évidemment aussi pourquoi moi j'ai toujours considéré et dit que le confinement devait être l'ultime recours parce que je sens à la fois la lassitude de nos concitoyens, mais aussi je mesure les risques économiques et sociaux dans un territoire comme le mien. Votre département, à la Seine-Saint-Denis, a aujourd'hui le taux d'incidence, comme on dit, le plus élevé de France sur 7 jours. Il y avait 499 cas de Covid pour 100 000 habitants. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il faut reconfiner? Oui, on doit aussi en tirer la conclusion que, face à une épidémie de cette ampleur, nous sommes confrontés à des inégalités. C'est-à-dire qu'une épidémie de cette ampleur, ses conséquences, elles sont plus lourdes, elles sont plus graves sur des populations fragiles, modestes, sur les territoires les plus pauvres. Ce n'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui, à l'échelle du pays, c'est un département populaire comme le Pas-de-Calais, c'est un département populaire comme la Seine-Saint-Denis qui sont les plus touchés. Je dis aussi que ça doit nous inciter collectivement à y concentrer les efforts et à adapter nos politiques publiques justement dans les territoires qui ont les plus grandes fragilités. Donc moi je l'ai dit, oui bien sûr à la fois le confinement doit être l'ultime recours, mais en même temps il va y avoir un conseil, il y a eu un conseil de défiance sanitaire. Nous verrons bien, je n'ai pas connaissance au moment où je vous parle des mesures qui seront prises, mais en tout cas s'il n'y a pas d'autre choix que de prendre des restrictions supplémentaires, un confinement dont je ne connais pas ni le périmètre ni l'ampleur. On vous a consulté? M'a consulté. J'ai eu un appel du directeur de cabinet du préfet on était quasiment dans le questionnaire à choix multiples. Bon, vous voyez, on était un peu dans cette situation, mais en tout cas, s'il doit y avoir des restrictions supplémentaires, pour moi, elles doivent être très proportionnées. Chacun, bien sûr, devra les respecter en responsabilité. Et moi, je ne m'opposerai pas à des mesures supplémentaires si elles doivent s'appliquer parce que les soignants sont en difficulté, parce que l'hôpital souffre et qu'il faut protéger nos soignants, notre hôpital et nos concitoyens. Mais je dis aussi qu'on voit bien, parce que ça fait 1 an maintenant, que des restrictions supplémentaires prises, on voit bien qu'on peut continuer encore et encore. Ça ne règle pas le problème. Et donc, il faut en même temps accélérer encore la vaccination, notamment parce que je crois que le moment est venu de commencer à élargir les publics, à abaisser le seuil d'âge qui permet d'autoriser la vaccination et de la rendre possible pour des publics supplémentaires. Et ça pose la question notamment du vaccin d'AstraZeneca destiné précisément à ce public-là. On en parlera plus tard. Gérard Mermet, le prix qu'on a payé aux 2 premiers confinements était lourd pour la société française? Oui, il est extrêmement lourd. Il est lourd sur le plan sanitaire, bien sûr. Il suffit de regarder le nombre des décès liés à la Covid. Mais il est lourd également en matière économique. Et ça, on va le vivre dans les prochains mois et les prochaines années, puisque pour le moment, on n'en a pas les signes révélateurs. On nous dit au contraire que les Français ont conservé leur pouvoir d'achat pour la plupart. Ils ont augmenté massivement leur épargne. Donc, tout est prêt pour une reprise au moins partielle de Plus l'activité. 5% prédit l'INSEE au 2e semestre de cette année. C'est dire que les Français vont puiser dans leur bas de laine, mais pas tous les Français. Il y a des inégalités de ce point de vue-là. Comme ça a été dit, bien sûr, c'est une crise qui va générer de nouvelles inégalités parce que tout le monde n'a pas vécu ces confinements dans les mêmes conditions. Ça a été bien expliqué. Et donc, il faudra faire preuve de solidarité pour essayer de réduire ces inégalités, en tous les cas, de faire en sorte que les plus modestes sortent de cette crise dans le meilleur état possible. Mais c'est quelque chose qui va peser aussi au-delà du sanitaire et du social et de l'économie aussi dans d'autres secteurs en matière de
de relations au sein de la société, en matière de confiance à l'égard des acteurs, non seulement sanitaires, mais politiques. On est à la veille de deux élections, dont une majeure, et évidemment, ça fausse un petit peu le contexte. On va en parler, notamment avec ces conseils de défense, devenus presque des conseils de défiance pour beaucoup de Français. Mais il y a quand même deux spécificités françaises. D'abord, le quoi qu'il en coûte. Est-ce que ce n'est pas une énorme chance française, ça ? Le fait que l'État est quand même subvenu aux besoins d'un très grand nombre d'acteurs en maintenant les salaires, les aides sociales, en rémunérant même parfois des chefs de PME sur la simple base du chiffre d'affaires déclaratif. Ça se voit nulle part ailleurs dans le monde. Alors c'est effectivement une spécialité française, une habitude, et c'est inscrit dans la culture, dans le modèle républicain, même si ce modèle, il est quand même aujourd'hui très très mal en point. Et donc on a été fidèle à notre tradition. La contrepartie de cela, c'est que d'abord ça coûte très très cher. Il n'y a pas eu non plus une égalité totale entre les salariés qui, eux, n'ont pas vu beaucoup de différence sur leur feuille de paye et les indépendants qui, eux, ont été beaucoup plus affectés, notamment tous ceux qui ont dû fermer pendant tous ces confinements. L'autre coût aussi, qui est plus social, c'est la difficulté de croire dans l'avenir. C'est-à-dire que on infantilise un peu la société, qui l'était déjà par ailleurs. Donc, on est un peu moins créatif, à l'exemple d'ailleurs de ce qui s'est passé avec le vaccin, parce qu'on est quand même un petit peu ennuyé, voire beaucoup, que nos propres laboratoires, dont on pensait beaucoup de bien, n'aient pas pu fabriquer un vaccin en même temps que les Américains, les Anglais ou les Suédois. Donc il y a une attitude un peu attentiste de la part de la société française qui, comme d'habitude, demande à l'État de prendre tout en charge et ne se mobilise pas énormément derrière. L'autre spécificité française, ça a été de maintenir les écoles ouvertes depuis septembre, ce qu'on n'a pas observé dans des pays comme l'Italie, comme le Royaume-Uni. On a eu raison de ce point de vue-là ici en France ? Moi, je crois que c'était effectivement une très bonne décision qui, effectivement, n'a pas été prise de la même façon partout parce que l'école, on le sait bien, c'est l'avenir de la société, de l'économie, c'est ce qui permet d'accéder à la culture, à l'éducation et ce qui permet aussi au modèle républicain de vivre ou de survivre dans les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense que c'était nécessaire et j'espère qu'avec le confinement qui se profile pendant au moins les week-ends, si c'est pendant les week-ends seulement, donc les écoles n'auront pas à être ouvertes ou fermées, elles seront probablement fermées, comme d'habitude, mais au moins qu'on puisse envoyer les enfants, quel que soit leur âge, dans des écoles pour que la vie continue. Docteur Jean-Paul Hamon, je vais vous interroger dans un instant sur le corps médical lui-même, la manière dont les médecins généralistes que vous représentez notamment ont vécu cette période. Mais d'abord sur le cas des enfants, est-ce que la France, contre l'avis du Conseil scientifique, on s'en souvient, en mai dernier, a eu raison de rouvrir ces écoles et de les maintenir ouvertes depuis ? Ouais, écoutez, c'est vrai qu'avec le variant anglais, on a pu constater que les enfants étaient cette fois-ci touchés lors de la troisième vague. Mais incontestablement, fermer les écoles, on a vu les conséquences avec des enfants qui étaient complètement déconnectés, déscolarisés et avec des retards qui vont être durs à rattraper. Et c'est pour ça, je pense que c'était important de maintenir les écoles ouvertes. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est de voir que les cantines étaient ouvertes alors que les restaurants étaient fermés. En dehors de ça, effectivement, il fallait faire. Il aurait fallu les fermer, les cantines ? Absolument, absolument. Parce que vous savez, on se contamine au restaurant de la même façon qu'on se contamine dans les cantines. Dans la troisième vague, là où on savait que les enfants étaient touchés, il fallait vraiment qu'on ferme les cantines. Le masque suffit pour les enfants à l'école ? Comme barrière de protection. Le masque, le lavage des mains, vous savez, c'était toujours, on rigolait plutôt un peu tristement quand on connaît l'état des sanitaires dans les écoles qui ne sont pas toujours à la pointe. Il fallait au moins avoir du savon, on parlait de gel, mais il n'y avait même pas de savon dans les toilettes, donc il a fallu rattraper tout ça. À l'école, le masque suffit. Si vous aérez les fenêtres, si vous aérez les pièces, ça devrait suffire. Vous savez, dans cette histoire, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai eu l'occasion de signaler au ministère l'existence d'une boîte à Nantes qui fabrique un purificateur d'air qui fait 60 cm de haut, 40 de large, qui serait capable de sécuriser justement les écoles, de sécuriser les restaurants, de sécuriser les salles d'attente. Et le ministère le sait depuis maintenant plus d'un mois.
et ils ne sont pas allés vérifier si cette boîte était sérieuse. Il y a des tas d'équipes de journalistes qui sont allés sur mes recommandations pour voir comment ça se passait. Il y a des gens qui les ont appelés et qui m'ont dit c'est une boîte qui a l'air sérieuse, mais le ministère n'a pas bougé. Figurez-vous que là, on s'apprête à reconfiner. On a quelque chose qui pourrait sécuriser les classes, sécuriser les salles d'attente, rouvrir les restaurants, et le ministère ne bouge pas. Ça c'est un pur scandale, si vous voulez. Et là, nous, médecins, comment on a vécu ça les médecins généralistes, ils ont vécu ça de façon humiliante. Quand la pandémie est arrivée, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? Appelez le centre 15. Alors que les gens auraient pu appeler leur médecin de famille. Alors justement, le centre 15 n'aurait pas été débordé. Justement, docteur Hamon, on évoquait les spécificités françaises. Les médecins généralistes se sont souvent plaints de ne pas avoir été associés à la lutte contre le coronavirus en matière de dépistage et de soins aux patients lors du premier confinement. C'est ça aussi la spécificité française. Ça a posé quel type de problème? C'est-à-dire que le mépris de l'administration a été éclatant, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens appeler le 15, on a même vu le Premier ministre lui-même dire n'allez pas dans les cabinets médicaux pour les malades chroniques, allez les faire renouveler vos médicaments directement à la pharmacie, comme si dans les pharmacies on ne pouvait pas se contaminer comme chez nous. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des diabétiques, des coronariens qu'on n'allait pas voir pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, j'ai dû appeler des patients qui avaient des leucémies, qui avaient 80 ans, et je leur ai dit, mais il n'est pas question que vous ne veniez pas. Donc, on avait aménagé nos salles d'attente. Donc, les gens étaient complètement sécurisés quand ils venaient chez nous, quand on a pu avoir enfin des masques à leur donner. Mais c'est vrai que le sentiment qu'on a eu, c'est d'une impréparation totale. Vous savez, j'ai des copains qui me disaient on avait l'impression d'être comme les fantassins de la guerre de 14 qui allaient au combat en pantalon rouge et sans casque. Et là, on n'avait pas de masque. En plus, il a fallu qu'on se fasse insulter par une ancienne ministre qui disait qu'on était des gens infantilisés, etc. Alors que quand le gouvernement a décidé de ne plus fournir de masques aux médecins libéraux et aux hôpitaux, les libéraux n'ont pas été avertis. Les hôpitaux ont eu une ligne budgétaire pour se constituer des stocks de masques et de protection. Les libéraux n'ont même pas été avertis de ça, si vous voulez. Ça a bien changé depuis quand même, il faut le dire. Vous êtes même aujourd'hui en première ligne sur la vaccination. Est-ce que peut-être pas un peu trop d'ailleurs, puisque dans le choix même des patients, est-ce que les médecins ne sont pas un peu trop décisionnaires même sur le choix des patients à vacciner en fonction des patients qui connaissent, des cas dont ils ont connaissance? Avant d'oublier, je voudrais quand même saluer la réactivité incroyable de l'assurance maladie, qui a été capable, en moins de 15 jours, de mettre sur pied ces fameuses téléconsultations qui nous permettaient d'avoir un contact avec les patients. Ça, on a vu une administration qui a su réagir, une grosse administration qui a su réagir. On n'en dira pas autant de la Direction générale de la santé. En ce qui concerne la vaccination, bien évidemment, c'est nous qui connaissons les antécédents des patients. Et quand on a commencé à vacciner dans nos cabinets, on a pu identifier les gens qui avaient des comorbidités, faire la liste de ceux qui avaient le plus de comorbidités, qui étaient le plus à risque, parce que effectivement, les vaccins, ils arrivent quand même avec parcimonie. Et ce qui s'est passé cette semaine avec la suspension d'utilisation d'AstraZeneca, oui. C'est l'illustration de la mauvaise gestion de cette pandémie depuis le début. On aurait dû dire soyons davantage vigilants, signalons le moindre problème, mais cette agence européenne qui va donner son aval certainement demain ne va certainement pas changer d'avis sur le bénéfice-risque en faveur du bénéfice en faveur du vaccin. Et on va en reparler. Incontestablement. Et on va en reparler dans un instant avec vous, docteur Hamon, et puis on entendra évidemment Karina Chabour qui est à mes côtés. Nous serons également rejoints par Claude Évin, ancien ministre de la Santé. Restez avec nous, le débat reprend dans un instant. Retour au débat de France 24 consacré à la situation en France 1 an après l'entrée en vigueur du premier confinement. L'Île-de-France, les Hauts-de-France vont-ils à leur tour être reconfinés à partir de ce week-end? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Réponse vraisemblablement demain. On continue en tout cas d'en débattre avec toujours à mes côtés Gérard Mermet, sociologue, auteur de Réinventons l'avenir pour un grand pacte de solidarité
post-Covid, sorti en janvier dernier, puis vous êtes aussi l'auteur, bien sûr, de Francoscopie, que les lecteurs et le monde enseignant connaissent bien. Également avec nous toujours Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Nous serons dans un instant avec Claude Évin, avocat, ancien ministre de la Santé, ancien directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Mais d'abord, on va voir avec vous Karina Chabour, ma consoeur de France 24, qui a couvert les différents confinements, à commencer par le premier. Qu'avez-vous retenu, vous, de cette période, des rencontres, des reportages que vous avez faits à cette occasion? Alors, le tout premier confinement, j'étais dans l'Est de la France. J'étais basée à Nancy et je sillonnais dans cette région qui avait été particulièrement touchée par la première vague. Et effectivement, je retiens d'abord la peur des pompiers en première ligne qui craignaient d'être contaminés. En intervention, ils n'étaient pas forcément prévenus que les personnes à secourir pouvaient avoir le Covid. Donc, ils avaient vraiment cette peur et ils se surprotégeaient. Ils mettaient des couches et des couches. J'avais l'impression un peu d'aller à Tchernobyl absolument, dans cette période. Et puis ils avaient peur aussi de mal faire. Ils avaient peur de ne pas respecter le protocole et surtout parce qu'ils étaient filmés. Donc il y avait ça également. Et puis il y avait la peur des enfants de soignants. Vous savez, c'était les seuls qui avaient accès à l'école. Les écoles étaient fermées et eux avaient une sorte de classe un peu centre aéré classe. Et eux, en fait, avaient peur que leurs parents soient contaminés. Et ils avaient peur aussi, c'était très difficile pour eux de ne pas pouvoir embrasser leurs parents lorsqu'ils rentraient du travail. Et puis il y avait la colère, on l'a un petit peu entendu dans la bouche de Jean-Paul Hamon tout à l'heure, de la part des soignants. Je pense notamment dans les Vosges, qui a été une région qui a reçu la première vague venant de Mulhouse, l'hôpital de Remiremont en particulier, qui s'est transformé en hôpital Covid. Et une fois cette première vague passée, eh bien, ils étaient très en colère parce qu'on leur redemandait à nouveau de faire des économies. Et ça, évidemment, ça ne passait pas. Et il y avait la colère des aides à domicile, vraiment dans la montagne, dont l'une avait été contaminée par l'une des personnes qu'elle visitait. Et elle avait à son tour contaminé son mari qui avait été très très malade. Et tout ça parce qu'il n'y avait pas de matériel de protection. Et une autre, elle, avait été traumatisée parce que, vous savez, elle livrait des repas à domicile. Elle allait se fournir dans l'EHPAD du Coirnimont. C'est un EHPAD qui a été vraiment une véritable hécatombe. Et elle avait vraiment ces images de cercueil qui l'avaient marquée, traumatisée. Puis, il y a des aspects plus positifs, on va dire la débrouille. Le maire de Nancy, à l'époque, Laurent Hénard, qui s'était transformé en grand logisticien, il avait fait appel à la réserve citoyenne et à l'école d'ingénieurs de la ville pour fabriquer vraiment faire une usine, fabriquer des visières pour protéger les commerces de première nécessité, ceux qui pouvaient rester ouverts. Et il y avait aussi le doyen de la pharmacie, de la faculté de pharmacie, qui avait réquisitionné des étudiants, des professeurs pour fabriquer du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. Donc c'est un petit peu tous ces sentiments et puis aussi des petits malins qui profitaient de la crise, qui avaient trouvé des créneaux très porteurs. Je pense notamment à ce fabricant de machines de pizza ou encore ce fabricant de respirateurs pour personnes qui avaient des apnées du sommeil mais qui s'étaient reconvertis pour vendre des respirateurs pour les malades du Covid. Cette peur inédite à l'époque, cette discipline aussi qui en avait découlé des Français, ces sentiments-là, ils sont totalement dissipés aujourd'hui chez les Français que vous rencontrez face à l'hypothèse d'un nouveau confinement. Ah bah oui, là on est vraiment passé à autre chose, on est vraiment dans la lassitude. Et l'envie de pouvoir revivre une vie normale. Les gens ne pensent qu'à une chose, pouvoir partir en vacances, voyager à nouveau, sans parler en Moselle, vous savez, cette région limitrophe avec l'Allemagne, qui avait déjà été coupée, la frontière avait été fermée au tout début du premier confinement. Et vous savez, c'est une région où il y a énormément de Français qui vont travailler là-bas. C'est une région qui est dévastée, c'est une ancienne région minière, il y a très peu de travail, donc tout le monde va travailler dans les usines allemandes voisines. Et là, c'est reparti, ils doivent se faire tester toutes les 48 heures. Donc effectivement, il y a une vraie lassitude, un vrai ras-le-bol. Claude Évin, vous qui avez bien connu les affaires de l'État, vous avez été, je le rappelle, ministre de la Santé. On vient de l'entendre, l'inédit, la peur, les changements de pied des pouvoirs publics, parfois la désorganisation, mais aussi la présence rassurante de l'État et son filet social ici en France. Que retenez-vous, vous, de cette année écoulée ? Tout d'abord, et le témoignage de la journaliste qui vient de s'exprimer le confirme, d'abord effectivement une difficulté de faire face à quelque chose qui n'avait pas été anticipé. Alors y compris, on peut revenir sur des défauts d'anticipation dont certains sont compréhensibles parce qu'effectivement le virus, il continue d'ailleurs d'être parfois très surprenant, et donc il y a effectivement un manque d'anticipation que l'on peut effectivement comprendre par rapport à ces modifications, les variants aujourd'hui, et quand on reprend tout ce qui s'est passé depuis un an, il y a effectivement eu un certain nombre d'incertitudes et sur lesquelles nous avons découvert au fur et à mesure des éléments que nous ne pouvions pas imaginer auparavant.
Puis il y a aussi des défauts d'anticipation naturellement qui là sont plus discutables et qui d'ailleurs ont fait l'objet, y compris de commissions parlementaires par exemple ou d'investigations diverses. Vous trouvez que cette crise elle a été manifestement mal gérée par l'État ici en France quand on pense aux masques, quand on pense au dépistage, aux fameux testés, tracés, isolés et quand on pense aujourd'hui à la vaccination? Non, alors attendez, justement, je voulais dire qu'il y a un défaut d'anticipation qui là était avant l'arrivée du virus, qui sans doute là effectivement est plus critiquable et discutable, qui était le fait qu'en effet nous n'avions pas suffisamment de stocks de masques, parce que ces stocks de masques auraient dû être effectivement prévus, quel que soit le moment où un virus pouvait intervenir. Vous comprenez qu'ils aient été détruits ? Oui, mais bon, ça maintenant, il faudra effectivement, et je vous dis, les commissions parlementaires d'enquête ont pu mettre cela à jour et il faudra comprendre ce qui s'est effectivement passé. Alors, ils ont été détruits. Alors, ça, on est sur la période avant l'arrivée du virus. Et puis, je crois que la question que vous posiez est plutôt celle de comment a-t-on géré ça depuis l'arrivée du virus, c'est-à-dire depuis un an, effectivement. Alors, en effet, ils ont été détruits parce qu'ils étaient stockés dans de mauvaises conditions. Les stocks n'ont pas été réalimentés pour des raisons budgétaires, et effectivement, il faut l'apprécier. Les questions budgétaires, c'est aussi toujours des questions politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choix à faire. Les choix n'ont peut-être pas été bons, mais ça, c'est la période avant l'arrivée du virus. Depuis l'arrivée du virus, moi, je pense que tout le monde s'est trompé à un moment ou à un autre. Alors, on est plus exigeant, effectivement, vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis des pouvoirs publics, ce qui est normal, puisque c'est eux qui prennent les décisions. Mais quand on reprend les déclarations des uns et des autres, y compris même parfois de certains qui ne manquent pas de donner des leçons aujourd'hui, souvenez-vous quand même que certains considéraient que c'était simplement une mauvaise grippe qui allait se terminer très très rapidement. Et donc il y a eu des appréciations très très différentes. Et on le voit y compris quand s'expriment certains élus locaux qui ont fait récemment la demande de la mairie de Paris de confiner pendant 3 semaines et de pouvoir tout libérer après, etc. Enfin, je veux dire que quand on reprend toutes les déclarations des uns et des autres, je veux dire honnêtement, je crois qu'il faut que tout le monde soit relativement humble. Il y a eu des erreurs, certes, il faudra les évaluer, mais d'autre part, on a affaire à une situation qui est une situation inédite, qui est une situation que nous ne pouvions pas anticiper dans l'ensemble des conséquences. Et on voit encore, y compris aujourd'hui, les conséquences. Cette arrivée du virus britannique, par exemple, qui effectivement aggrave la situation aujourd'hui. Il y a un mois et demi, elle n'était pas identifiable comme ça. Et donc, il faut que l'on arrive à s'adapter et qu'effectivement, on puisse sécuriser les décisions à prendre, mais moi je me garderais bien de porter une appréciation critique sur les décisions qui ont été prises depuis un an. Claude Évin, des services de réanimation saturés, avec un peu plus aujourd'hui de 4000 lits occupés. Est-ce qu'on a pris la mesure du confinement de l'année dernière, de la crise qui avait saisi la France presque par inadvertance, lorsqu'on entend évidemment ce que vient de dire Karina Chabour avec la situation, le ressenti aujourd'hui des patients en Moselle, par exemple, qui ne comprennent pas qu'on n'ait pas ouvert davantage de lits depuis ou qu'on maintienne pour le personnel hospitalier des coupes qui étaient déjà prévues? Mais la réouverture de lits de réanimation, c'est pas des lits physiques qui posent problème. C'est que le fait que pour réouvrir des lits de réanimation, il faut avoir du personnel formé. Et le personnel dans les services de réanimation, ça ne se forme pas en 3 jours, ça se forme sur une période longue. Et donc, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas la réouverture des lits physiques qui pose problème, c'est effectivement la formation nécessaire des personnels. Et en plus, la formation et puis la mise à disposition des personnels là où on en a besoin. Et on voit bien que les tensions, elles s'expriment de manière assez indifférencié. Bon, prenons le cas de Dunkerque, par exemple, qui est un des hôpitaux qui, il y a quelques semaines, en effet, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à un confinement à Dunkerque, il y a eu une explosion de besoins hospitaliers à Dunkerque. Il n'y avait rien de bien particulier qui laissait penser que nous serions confrontés à ce type de situation à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc il faut que les moyens, y compris les moyens humains, parce qu'en réanimation, c'est pour beaucoup des moyens humains, on puisse les mobiliser là où on en a besoin. Et là où on en a besoin demain, on ne sait, une fois ou dans 3 jours ou dans 8 jours, on ne sait peut-être pas aujourd'hui. On a bien vu que effectivement, ça explosait dans certains endroits sans que l'on ait pu, effectivement, au moment où ça explosait, avoir bien identifié quelles en étaient les raisons. Donc il faut bien qu'on intègre l'ensemble de ces incertitudes dans
dans les situations que nous avons à gérer. Ça illustre le défi auquel sont confrontés les pouvoirs publics, on le comprend bien en vous écoutant. En tant qu'ancien directeur général de l'ARS d'Île-de-France, vous considérez aujourd'hui comme inévitable un reconfinement de cette région compte tenu de taux d'incidence qui dépassent très largement aujourd'hui les 400, on est aux alentours de 420 pour 100 000 Écoutez, habitants. Moi, je rappelle que décider le confinement, il faut prendre en considération la situation sanitaire, mais il n'y a pas que la situation sanitaire, il n'y a pas que la tension dans les établissements hospitaliers qu'il faut prendre en considération. C'est absolument important, c'est évident. La tension qui pèse sur les personnels de santé est un des éléments, mais on voit bien qu'un confinement, c'est aussi créer d'autres effets sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, et puis c'est aussi créer d'autres effets sur le plan économique. Et que la décision de confiner, ou la décision en tous les cas de restreindre les possibilités d'activité économique ou d'activité humaine tout simplement, ça doit prendre en considération l'ensemble des éléments. Et moi j'entends très bien que des professionnels de santé disent, nous, vu de notre point de vue de notre activité aujourd'hui, il est nécessaire de confiner. Simplement, il faut que la décision de confinement intègre l'ensemble des éléments. Et on voit bien que sur l'Île-de-France, par exemple, si on confine, ça ne peut pas être limité, comme ça a été le cas peut-être dans d'autres sites où les mouvements de population sont moins importants. Mais si on confine en Île-de-France, ça doit concerner 12 millions d'habitants. Et comme c'est le poumon économique quand même aussi du pays, il faut effectivement mesurer l'ensemble des conséquences. Gérard Mermet. Ceci étant, c'est effectivement un moment, enfin, tout le monde en convient aujourd'hui, où il y aura sans doute des décisions à prendre. Mais ça, c'est le Conseil de défense qui sera amené à porter cette appréciation dans les heures qui viennent. Et on les écoutera, oui, sans doute demain avec la prise de parole du Premier ministre. Ce sera suivant en direct sur France 24 à 18h française. Merci Claude Évin, ancien ministre de la Santé, ancien directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Gérard Mermet, un nouveau confinement, est-ce qu'il aurait, d'après vous, des effets graves sur la société? Alors, parce qu'on a vu la physionomie de deux confinements quand même très différents. Le premier, l'année dernière, où c'était vraiment le huis clos à domicile, et puis le deuxième qui a été, disons, à géométrie très variable, suivant les cas et les professions des uns et des autres. Oui, je pense qu'il y a un seul mot pour des situations qui sont assez différentes les unes des autres. Donc peut-être faudrait-il inventer un autre mot pour qualifier le confinement, entre guillemets, qui va probablement avoir lieu. Alors il aura des effets, on peut l'espérer bien sûr, sur le plan sanitaire, et ce n'est pas ma spécialité, mais il aura aussi des effets en matière sociale, et ces effets sont probablement assez délétères. C'est-à-dire même un confinement à la mode novembre, c'est-à-dire avec des enfants ou des jeunes qui continuent à aller à l'école? Oui, ce sera moins difficile qu'au mois de mars dernier, mais comme ça a été dit à plusieurs reprises, il y a cette lassitude, il y a cette défiance des Français à l'égard de toutes les formes de pouvoir et d'autorité. Et vous savez, plus on recherche la sécurité, ce qui est le cas aujourd'hui, moins on a de liberté. On voit bien que la balance est difficile à établir entre ces deux valeurs et ces deux notions. Le confinement heureux de ces citadins qui quittent les grandes villes pour s'installer dans le périurbain ou franchement à la campagne grâce au télétravail, émancipés d'une certaine manière des contraintes de la vie en ville, tout ça c'est une fantaisie d'une certaine manière, c'est pas la réalité qu'ont vécu les Français. Non, je crois que c'est quelque chose, c'est un mouvement qui a été lancé à l'occasion même du premier confinement. Alors ceux qui avaient déjà une résidence secondaire, naturellement, ils sont allés passer du temps avec leurs enfants lorsqu'ils en avaient. Mais je pense que c'est un phénomène qui est durable parce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'on puisse travailler à distance. Il y a le télétravail, il y a aussi des transports en commun qui sont quand même pas si mauvais que ça en France. Et puis il y a cette volonté d'être un peu plus proche d'un environnement naturel, plus sympathique, plus agréable, d'un cadre de vie différent et avec des prix de l'immobilier moins élevés que ceux qu'on trouve dans les grandes villes et notamment à Paris. Donc je crois que ces tendances vont se poursuivre pour des raisons mais elles concernent quelle frange de la société, très franchement? Elles concernent beaucoup de tranches parce que les gens qui sont aisés pourront se payer le luxe d'avoir un appartement en ville et une résidence, quand ce n'est pas déjà le cas, donc peut-être en auront-ils une seconde, une troisième, mais les moins aisés pourront trouver un cadre de vie, encore une fois, à leur portée, en dépensant moins d'argent, et donc pourront aussi vivre de façon un petit peu plus décente, et notamment en famille. Ça ne concerne pas ceux qu'on appelle les travailleurs en première ligne, qui bien souvent ne sont pas non plus ceux qui sont en haut de l'échelle sociale.
Oui, alors... on ne parle pas des premiers de cordée, là. Bien sûr, on a vu apparaître donc, cette catégorie. Mais, bon, on a tendance à beaucoup catégoriser les gens, peut-être trop d'ailleurs dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'on a découvert que des gens étaient absolument nécessaires à notre activité à la fois sociale, économique, et que ces gens-là manquaient de considération. Alors, j'espère que ça va laisser quelques traces et qu'on va revoir... non pas la hiérarchie sociale, il ne s'agit pas de remettre en situation de classe sociale qui s'opposeraient les unes aux autres, parce qu'il y a déjà des tensions qui existent entre ces groupes sociaux, mais de pratiquer ce que j'appelle moi une solidarité, un pacte solidaire qui permettra à tout le monde de vivre un peu plus décemment et de réduire ces inégalités dont le risque est qu'elles augmentent, au contraire. Elles se sont tout de même accrues avec le... Enfin, c'est l'observation. Bien évidemment. Elles se sont accrues avec le Covid. Docteur Hamon, attendre pour reconfiner l'Île-de-France jusqu'à présent, est-ce que ça a été un choix judicieux d'après vous quand on entendait le gouvernement dire chaque jour sans confinement, c'est un jour gagné? Est-ce que ça a été vraiment un jour gagné contre la pandémie? Je pense que le président a eu raison, parce que c'est lui qui a décidé de ne pas confiner tout de suite. À l'époque où il a pris cette décision, le virus circulait moins dans les eaux usées. On pouvait espérer que ça allait diminuer. Et puis là, on voit que ça redémarre et que... visiblement, le trou de souris dans lequel il espérait passer, et que moi, j'espérais aussi que ça passerait, parce qu'il n'y a pas que les conditions sanitaires, il y a effectivement les conditions morales qui sont absolument désastreuses, et ça, on va le constater sûrement si le confinement arrive. Et puis surtout, si on nous propose un confinement du week-end, ce qui n'a absolument aucun sens en Île-de-France, parce que les gens s'entassent dans les transports en journée, et on leur interdirait les quais de la Seine où ils sont masqués, ils sont à l'extérieur, ils sont quand même infiniment moins tassés que sur la ligne 13. Donc, si vous voulez, il faut être cohérent, il faut être courageux. Mais c'est vrai que là, actuellement, c'est une décision qui est particulièrement dure à prendre. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire, c'est pas facile de gouverner en ce moment. Mais je vais un peu prêcher pour ma chapelle. Je trouve qu'il serait temps que ce gouvernement et cette administration méprisent moins la médecine libérale, comme elle l'a fait depuis le début et comme elle continue à le faire actuellement. Avec déjà 24 millions de vaccinés, comment le Royaume-Uni parti plus loin que nous, puisqu'on s'en souvient, l'objectif c'était d'atteindre l'immunité de groupe, un objectif franchement raté à l'époque. Comment ce pays a-t-il réussi à inverser la tendance? Les Britanniques désormais visent l'objectif zéro Covid d'ici l'été. Est-ce que ça vous semble réaliste et est-ce que la France devrait s'en inspirer? Surtout, la France aurait dû s'inspirer de l'absence des effets secondaires d'AstraZeneca, qui a été quand même largement utilisé en Angleterre. Et c'est là aussi que cette décision de suspendre la vaccination a énervé énormément les médecins, parce que le bénéfice est largement en faveur du vaccin. Et maintenant, il va falloir qu'on rame davantage pour redonner confiance. Alors, j'ai entendu que M. Castex allait se vacciner alors qu'il ne fait pas partie de la tranche d'âge, pour justement donner l'exemple. C'est bien qu'il donne l'exemple, mais ça aurait été encore mieux si la vaccination n'avait pas été suspendue. Karina Chabour, le confinement, ça a été un facteur de creusement très fort des inégalités ici en France. Oui, absolument. Il y a d'un côté toutes ces 8 600 000 personnes qui profitent et qui ont profité de l'activité partielle, ce qui permet d'éviter une explosion du chômage. Mais il y a toutes ces autres personnes qui, elles, ne peuvent pas profiter de ce dispositif. Des situations précaires. On pense également à des femmes et puis évidemment, on l'a dit, des jeunes qui, soit ils sont étudiants et ont perdu leur job, qui composent un complément de revenu important, soit des jeunes actifs qui, eux, n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail, qui n'arrivent pas à trouver un premier emploi. Inégaux devant le confinement, les Français sont-ils aussi aujourd'hui devant la vaccination? Tout le monde a-t-il accès, évidemment, à classe d'âge égale et à situation égale en termes notamment de comorbidité, de facteurs de santé, à la vaccination? C'est une vaste question. Peut-être qu'il faudrait mieux la poser à un médecin. Mais effectivement. Vous n'avez pas observé, vous, dans vos reportages, en tout cas jusqu'à présent, des attentes particulièrement? On disait les Français rétifs au vaccin. Ce n'est pas ce qu'on a observé jusqu'à présent, en tout cas, dans les attentes et les files d'attente, justement, dans ces centres de vaccination. Je n'ai pas observé, je n'ai pas traité particulièrement ce domaine. C'est ce que vous avez pu voir, vous, de votre côté, docteur. Vous êtes toujours avec nous, docteur Hamon. Oui, non, mais je peux vous dire que les gens, ils sont tout à fait pro-vaccin. Là,
les gens sont à peu près à 85% pour la vaccination et toutes les personnes qui viennent dans les centres où j'étais ou dans le cabinet quand j'ai vacciné, ils sont absolument enchantés d'être vaccinés et il y a très peu de personnes qui posent des questions sur les effets secondaires. Alors là, avec AstraZeneca, on va peut-être en avoir un peu plus, oui. mais non, les gens sont ravis d'être vaccinés. Et alors, je ne sais pas si ça a été l'objet d'une stratégie, oui. Vous savez, ce manque de vaccins, ce retard, etc. Là, ça a eu l'effet inverse. On disait les Français sont contre la vaccination après de 40% ou 50%. Là, franchement, ils sont massivement pour. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est ça qui nous sauvera. Gérard Mermet, très rapidement, vous qui sondez la population française, on disait les Français les plus rétifs au vaccin au sein de l'OCDE. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le résultat d'une histoire, d'une culture. Les Français ont toujours été assez réticents, résistants, même plus le cas aujourd'hui. À la vaccination. Ils le sont moins aujourd'hui, mais ils le sont encore. Et je voudrais, pour terminer, quand même mettre en évidence cette irrationalité qui a accompagné toute cette crise, aussi bien d'ailleurs de la part des sachants ou des gens susceptibles de savoir, que des gens qui ne savaient pas, mais qui ont été pris dans des informations contradictoires. Alors je ne parle pas des complotistes qui, eux, ont décidé que tout ça était le résultat d'une machination, mais il y a eu une énorme irrationalité dont on a vu un exemple spectaculaire il y a 2 jours avec la suspension du vaccin AstraZeneca, par exemple. Merci Gérard Mermet, on en restera là. Merci également à vous, Karina Chabour, ainsi qu'au docteur Jean-Paul Hamon qui était avec nous, ainsi que également à l'ancien ministre Claude Évin et au président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. C'est la fin de ce débat. Prochain journal dans 7 minutes sur France 24.